Tout le monde dit que le voleur est la classe old school la plus nulle du jeu. Des capacités de crochetage à 15% de réussite, très peu de points de vie, n'importe quel guerrier en armure pourrait faire mieux. Mais si tu risques ta vie à poignarder un orc dans le dos quand tu joues voleur, c'est que t'as pas compris la classe. Les JDR à l'ancienne, ils viennent du wargame, dans un milieu totalement différent du monde que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, l'idée de combattre un autre joueur, c'était accepté. Et les juges qui étaient là pour arbitrer ces conflits étaient légion. La vérité, c'est que tout dans le design du voleur pousse à la traîtrise. Le voleur, il doit être intelligent. C'est l'allié parfait dans un donjon. Il y a des portes à crocheter, il y a des pièges sur les trésors. Il est super utile. C'est le traître qui, malheureusement, est indispensable. Comment jouer le loup dans la bergerie et créer du roleplay mémorable dans Old School Essentials, c'est ce qu'on va voir ensemble. Affûtez vos dagues. Donc déjà, cette vidéo, elle va bien sûr servir aux PJ qui veulent jouer voleur dans le jeu de rôle à l'ancienne, mais aussi aux MJ qui doivent comprendre quelque chose. C'est que les jeux de rôle à l'ancienne ont cette composante PVP. Je sais que beaucoup de MJ n'aiment pas et enlèvent le PVP de leur partie. Je pense que le voleur est un cas d'école sur pourquoi il faudrait le remettre. On va voir ça ensemble. Vous allez voir comment le voleur peut être joué aussi comme un allié indispensable. Mais vous allez voir que tout dans le voleur me laisse penser que c'est une tension que les joueurs jouent entre eux. Regardez. Déjà, le voleur, il est nerfé. Il est à 1 des 4 dés de vie, comme le magicien. C'est moins bien que le clerc, c'est moins bien que le guerrier. Alors certes, il peut porter toutes les armes, mais il peut porter que des armures de cuir. Vous allez me dire, c'est logique, le voleur, il doit être furtif. Donc forcément, il va pas porter une armure de plate qui fait clang, 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 clang. Il doit porter des armures légères. Donc, par essence, s'il peut porter toutes les armes et une armure de cuir, le voleur, il va se mettre au milieu du groupe. Il va être protégé par un guerrier qui lui offre son dos. Mais le voleur, il va avoir du coup des arcs, des arbalètes, des dagues de lancer, mais occasionnellement, il peut porter un peu comme un souricier gris, une épée longue s'il y en a besoin. Dans le jeu Old School, il faut comprendre aussi que, à la base, la règle de base notamment de Old School Essentials, c'est que toutes les armes font un D6. Donc quelque part, si jamais le voleur avait une dague, elle faisait un D6. Et si le guerrier avait une épée longue, elle faisait un D6. Et c'était la caractéristique de force qui permettait d'augmenter les dégâts. Très vite, on a eu cette règle maison qui est intégrée dans Old School Essentials, que même moi j'utilise, qui est d'avoir des dés différents pour chaque type d'arme. Ça permet de mieux les catégoriser. Mais dans le jeu de rôle à l'ancienne, toutes les armes faisaient un D6, et il y avait d'autres paramètres, comme la vitesse de l'arme, comme la longe, qui permettaient d'avoir en fait une différenciation des armes, et ça permettait par exemple d'utiliser des masses plus efficacement contre des gens qui avaient des armures de plate, et d'utiliser des épées qui, elles, étaient plus efficaces contre les personnages qui étaient armés avec des lames plus petites ou qui avaient des armures de cuir. Donc tout ça, c'est très très compliqué, et de toute façon, dans OSE, il n'y a pas. Mais il faut savoir que toutes les armes font un D6, et qu'après, les propriétés, on va dire, naturelles des armes, le fait qu'elles soient lourdes, le fait qu'il y ait de l'allonge, etc., ça peut être très très facilement arbitrable dans un jeu old school. Moi, j'utilise des armes différentes pour les catégoriser, parce que je trouve que c'est agréable, mais en faisant ça, vous donnez à votre voleur une dague D4 qui le nerfe encore plus. Donc ça, il faut y réfléchir. De toute façon, les capacités du voleur, vous allez voir qu'il n'est pas là pour combattre. De base, le voleur a une attaque dans le dos. Le dos de qui? Quand il attaque par derrière un adversaire qui ne s'y attend pas, le voleur reçoit plus 4 à l'attaque et inflige des dégâts doublés. Donc qui est l'adversaire du voleur? Ça semble logique que l'adversaire du voleur, ce soit les monstres. Le voleur fait partie d'un groupe d'aventuriers, et donc il va pouvoir se cacher dans les ombres, et au moment opportun, planter le mec dans le dos. Et rappelez-vous, un garde de niveau 1, c'est 1 des 8 points de vie. La dague, elle fait un D4, peut-être un D6 de points de vie. Et ben vous faites un 4 x 2, ça fait 8. C'est quasiment un coup qui tue à chaque fois. Pour les humains, en tout cas. Mais cette capacité, elle est mal écrite, en vrai. C'est très très dur de comprendre quand l'attaque fonctionne, qui déterminera les spécificités de l'attaque, qui est un adversaire qui ne s'y attend pas. Est-ce qu'on peut attaquer à distance? C'est pas marqué. Est-ce qu'on peut surprendre quelqu'un avec une hache? Ou est-ce que vraiment on doit être intime avec lui et du coup lui planter une dague dans le foie? Tout ça, c'est pas écrit. Donc ça va être au MJ d'arbitrer les situations. C'est ce qui peut rendre aussi cette classe frustrante. Et c'est pourquoi une attaque dans le dos, prise littéralement, dans le dos d'un guerrier qui est au corps à corps, ça rend la capacité beaucoup plus facilement actionnable.
Mais à la place, on a eu du jeu de rôle moderne qui nous a écrit des longs pavés qui disent qu'en fait l'attaque devient une attaque sournoise qui ne marche que quand un ennemi a une certaine qualité, ou que quand il y a un allié qui est à 5 mètres de l'ennemi, ou que quand il y a un allié qui est à 2 mètres de l'ennemi, etc. Et puis vous commencez à voir en fait l'espèce de jargon qui s'est créé autour de ces attaques pour forcer les joueurs à voir le jeu de rôle comme un jeu d'escarmouche tactique, alors qu'en vrai le jeu de rôle était là pour inventer des situations de wargame à l'époque. Vraiment, il faut comprendre que les jeux de rôle à l'ancienne n'existaient pas du tout dans le même univers, et donc forcément, les comportements de jeu ne sont plus les mêmes. En combat, les voleurs, pour être discrets et libres de leur mouvement, ne peuvent pas porter d'armure lourde et de bouclier. Ils ne peuvent porter que des armures de cuir. Mais mécaniquement, réfléchissez à ce que ça fait. Les armures dans Old School Essentials déterminent la vitesse de déplacement de votre personnage. Ce qui permet au voleur, quand il a fait son méfait, d'avoir attaqué le guerrier, qui devait le protéger, ça lui permet de courir. Ça lui permet de fuir la scène de crime. Ça lui permet de kiter un guerrier ou un clerc en armure lourde qui ne pourra jamais le retrouver. Je vous dis, c'est un traître. À partir du niveau 4, le voleur devient très utile. Il a 80% de chances de lire n'importe quelle langue. Ça lui permet d'être un formidable capteur d'informations. Pour son groupe, il peut lire les messages codés qu'envoient les seigneurs à des gobelins, donc ça peut devenir ce côté un peu espion. Mais du coup, vu que c'est le seul qui peut les lire, c'est le seul à avoir l'information. Et cette information va lui permettre de deviser un plan. Un plan pour être très riche, pour faire gagner les alliés, mais aussi un plan au dernier moment pour voler le butin. C'est un voleur, c'est pas un roublard. Le voleur d'Old School Essentials ne joue pas à Donjons et Dragons. Il joue au loup-garou de tierce-lieu. C'est le loup dans la bergerie. Et à partir du niveau 10, le voleur triche, tout simplement. Il peut utiliser des sorts pour les sorts de magicien, qui sont dans des parchemins. Donc il peut commencer, au niveau 10, en plus il aura beaucoup d'influence, à créer des espèces de réseaux mafieux qui peuvent dealer des parchemins, etc., se faire une espèce d'accumulation de parchemins. Il aura peut-être volé aux autres magiciens pendant toute la campagne, mais le filou a 10% de chance, en cas d'échec, que le sort se retourne contre lui. Et donc cette espèce de filouteur, de tire-laine, de malandrin, peut être prêt à son propre jeu, à son propre orgueil, et lancer un sort qui va le condamner. Toute la classe du voleur, en fait, s'incarne dans cette idée de traîtrise, dans cette idée d'être sur la corde raide, un numéro d'équilibriste entre ce qui est utile pour le groupe et ce qui est utile pour moi. Et bien sûr, après, on a ces fameuses compétences de voleur, celles qui font tant jaser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, toutes les classes sont potentiellement des filous. Toutes les classes peuvent trouver des pièges. Toutes les classes peuvent être furtives. Si un groupe veut se rendre furtif, il n'y a pas de problème, il marche lentement. Pour un groupe en armure lourde, ça va être très compliqué de ne pas faire beaucoup de bruit, mais pour des personnages en cuir, des guerriers en cuir, une expédition punitive, se mettre dans le donjon, attendre sur un coin, et surgir. Et à ce moment-là, la surprise qui était normalement sur un 1 ou un 2 peut être totalement arbitrée par le MJ comme étant non, non, la surprise, vous l'avez, vous avez préparé votre plan, ou alors la surprise, elle est sur un 1 à 4. Les règles du jeu old school, on dit souvent des principes, pas des règles, parce qu'en fait, les règles, elles s'adaptent à ce que font les personnages dans le monde du jeu. Les compétences des voleurs, il faut donc les voir comme des permissions exceptionnelles. Quand il n'y a pas de tension, même un guerrier, même un clerc, peut crocheter une porte bloquée. S'il a des outils, évidemment. Donc si j'ai dit des situations où il n'y aura pas de stress, ça veut dire qu'il y aura des situations stressantes. Et dans le cas où il va falloir prendre une décision décisive, rapide, dans le cas où les murs du donjon se referment petit à petit sur le groupe d'aventuriers et que la seule porte est verrouillée, à ce moment-là, c'est le voleur qui garde son sang-froid, c'est le voleur qui peut faire des miracles, c'est le voleur qui a sa capacité exceptionnelle, crochetage. Et selon son niveau, admettons qu'il est niveau 3, tout le monde le regarde crocheter la serrure avec la goutte sur le front, ça va lui prendre un tour, il a 25% de chance de lancer les dés, c'est faible, mais s'il y arrive, le groupe est sauvé. Certaines compétences, on peut presque les voir comme des capacités surnaturelles. Le déplacement silencieux signifie que malgré, peu importe ce qu'il porte, même s'il porte un gros paquet de pièces d'or, qui font cling, cling, cling derrière lui, déplacement silencieux lui permet de se faufiler sans se faire remarquer, sans bruit. Escalade des parois à pic, ça ne le rend pas, ça ne le transforme pas en Spider-Man, mais ça vous permet d'atteindre des endroits impossibles, avec des prises sur des murs en briques par exemple,
là où d'autres classes n'auraient pas pu passer. Et en ce sens, il suffit de s'accrocher un bout de corde, de passer le mur du château et de créer un nouvel angle d'attaque pour votre groupe. Quand il se cache dans les ombres et qu'il reste immobile, le voleur est presque invisible. Et un groupe d'ennemis peut passer sans le remarquer. Et donc comme je l'ai dit au niveau 9, le voleur va pouvoir établir son repère. Donc vous voyez que c'est pas une place forte, il n'y a pas cette idée de créer un château, etc. Le repère, ça veut dire qu'il est un peu secret. Il peut être sur la baronnie de quelqu'un d'autre, il peut être dans une ville, ça peut être l'arrière-boutique d'une taverne, etc. etc. C'est un repère. Et dans ce repère, il y a 2d6 apprentis voleurs de niveau 1 qui vont le rejoindre. Et du coup, ces voleurs, il va falloir faire des efforts inestimables pour les garder. C'est un gang. Et dans ce gang, il va y avoir des individualités, des gens qui vont trahir les autres. Il va falloir leur donner des gages, gérer ces fortes têtes. Et quand un de ces membres est arrêté, donc c'est bien la preuve que ça va être des criminels, ou tué, le personnage, donc le voleur qui a créé son repère, ne pourra pas en recruter d'autres par défaut. Il va devoir passer par d'autres moyens, ou simplement voir son gang se faire petit à petit démanteler. Et donc un voleur qui prospère comme ça pourra utiliser ses partisans comme des voleurs qui vont eux aussi monter en grade et fonder une vraie guilde qui va être spécialisée dans le trafic d'informations, dans la traîtrise, un gang, un repère, une guilde de voleurs qui ne travaille que pour ses propres intérêts et qui vient infiltrer d'autres groupes avec des voleurs. Si ce contenu vous plaît et qui vous donne envie de tester le jeu de rôle à l'ancienne, likez, abonnez-vous à ma chaîne, je vise les 1000 abonnés sur YouTube, partagez cette vidéo avec vos autres MJ ou vos autres joueurs, si jamais ce concept de voleur PVP vous intrigue, et surtout, commentez. YouTube aime bien les commentaires un peu précis, donc expliquez-moi si jamais vous avez eu un voleur émérite dans votre campagne qui a tout fait sur le fil du rasoir pour faire un coup de Trafalgar ou une action épique qui a aidé son groupe, dites-le moi en commentaire, je lis tout, ça m'intéresse de lire vos aventures, et surtout ça aide à pousser la vidéo. On y retourne. Donc malgré qu'il n'ait pas beaucoup de points de vie, qu'il peut porter que du cuir et qu'il va de toute façon devoir jouer un double jeu constant, le voleur a un avantage inestimable. Dans Old School Essentials, c'est la classe qui monte le plus vite en niveau. Et c'est très important. Le voleur n'a pas des jets de sauvegarde très avantageux. Ils sont même un poil en deçà du guerrier, si je ne m'abuse. Il n'a pas beaucoup de points de vie, mais de toute façon, le voleur ne combat pas. Le voleur, il est censé conspirer avec les monstres, pas les combattre. Donc la plupart du temps, le voleur, il est soumis aux aléas du jeu, il est soumis au fait qu'il est derrière un guerrier, que les autres joueurs pensent à un certain truc. Donc en fait, il va être constamment brinque-ballé de situation en situation, à devoir être utile tout en préparant son filoutage. Donc il doit trouver le moment opportun pour agir, et en ce sens, vu qu'il n'est pas en première ligne, il n'a pas besoin de points de vie. Mais la plupart du temps, ces opportunités-là, elles seront bénéfiques pour le groupe. Le voleur va pouvoir enlever un piège, le voleur va pouvoir crocheter un trésor plein de pièces d'or. Après tout, le voleur est un expert de la reconnaissance, ses capacités aussi lui permettent de mieux écouter aux portes en montant des niveaux, donc il va avoir ce côté très perceptif, très espion, très éclaireur, et son utilité dans le donjon va être indéniable. Donc il doit ronger son frein, il doit préparer son plan avec une méticulosité infinie. C'est le loup dans la bergerie, et il a un avantage que les autres n'ont pas. Il augmente plus vite en niveau, la tension est palpable, et les autres le savent. Les autres voient que le voleur monte en niveau, ils voient qu'il gagne des points de vie, qu'il devient plus résistant que le guerrier, ils voient que le voleur devient meilleur dans ses capacités, que ça devient à la fois un homme fiable et un homme compétent, un homme dangereux. Si on le laisse faire, le groupe entier sera à sa merci, c'est lui qui dictera le rythme de l'expédition. Et réfléchissez, si vous ramenez 1200 pièces d'or du donjon, 1200 pièces d'or, ça fait 1200 points d'XP. Si vous êtes 6 à revenir, ça vous fait 200 XP chacun. Mais si vous êtes 4, ça fait 300 XP chacun. Et sur ces gaps de plus un tiers de l'XP, plus la moitié de l'XP, parce qu'en fait, les aventuriers meurent dans le donjon, etc., à cause de mauvaises décisions prises, à qui ça bénéficie, ces bonus d'XP? Ça bénéficie à celui qui a besoin le moins d'XP pour monter de niveau. Je pense que cette classe, on peut pas la jouer correctement aujourd'hui. On peut pas la jouer correctement. J'ai vu beaucoup d'horror stories sur Reddit avec des gens qui ont vu justement leur groupe de JDR éclater à cause de quelqu'un qui joue contre les joueurs. J'ai vu trop de gens qui, justement, en jouant ce double jeu, ruinaient le fun de tout le monde. Mon analyse du voleur, elle est unique. Je pense que vous la trouverez quasiment nulle part. Mais elle est informée par l'inception de notre hobby et la nature wargaming du JDR. On jouait comme ça, en fait, à l'époque. Avant même que Original Dungeons and Dragons, en 1974, émerge
du cerveau de Dave Arneson, ce dernier participait à ce qu'on appelle des Braunstein. Des Braunstein, ce sont des sortes de murder parties où il y a beaucoup de personnes dans un même environnement qui jouent un seul personnage. Et ce personnage, il a été créé par le maître du jeu, l'arbitre, qui lui est dans une salle à côté, et l'arbitre a donné une fiche de personnage très très simple à un joueur qui donne à chaque participant un objectif et des informations. Et pendant un Braunstein, tout ce qui va être fait se fait par la parole. Il n'y a pas vraiment de jet de dés. Il peut y avoir une table de poker dans la taverne et du coup on peut régler certains trucs au poker. Mais il faut comprendre qu'en fait les joueurs incarnent leur personnage et que ce qu'ils disent, c'est ce que disent leurs personnages. Et que les actions qu'ils font, que par exemple ils mettent, si jamais ils disent que la cuisine ça devient la prison, et bien les gens qui sont prisonniers dans un Braunstein commencent dans la cuisine. Ça fait vraiment référence au jeu de rôle grandeur nature. Et les Braunstein ont été cette passerelle pour les designers de Donjons et Dragons vers un jeu de wargame où en fait on incarne des personnages qui ont des objectifs propres et dont les règles en fait matérialisent, réglementent ces aspects créatifs qu'on peut avoir de mettre des gens en prison, construire des châteaux, mener une armée, tout ça, tout ça. Donc bien sûr, je dis pas qu'il n'y avait pas de jeu de rôle grandeur nature avant les Braunstein. Ça a bien sûr existé, il y a le fameux LARP nordique, il y a des gens dans des cavernes bien avant qu'on crée des villes qui racontaient des histoires et qui jouaient aux cow-boys et aux indiens, mais je dis que pour le jeu de rôle de fantasy D20 que nous connaissons, cet aspect wargame, il a été clairement inspiré des Braunstein, et notamment du Braunstein de David Wesley, et en ce sens, tester d'intégrer du wargame dans votre jeu de rôle, je vous assure que ça va créer des histoires épiques. Quand on met de la bonne foi dans un groupe de JDR, et que tout le monde sait le jeu auquel on joue, on peut tester le PvP. Mais ça créera de la frustration, ça créera de t'as tué mon bonhomme, on perd beaucoup, on perd des sessions de progrès, même si on joue plusieurs personnages, etc. On peut imaginer que le jeu, mal compris, tourne en une espèce de qui c'est qui meurt, c'est autour de qui d'être trahi, etc., etc. En fait, c'est plus grave que ça. En oubliant que le PvP sain, que la compétition saine existe, même si elle implique de tuer des personnages, ça nous fait oublier qu'en réalité, les personnages joueurs peuvent avoir des rivalités, des désaccords, des conflits d'opinion à l'intérieur du jeu, pas à la table. Et que ces désaccords, ces différences d'opinion, peuvent créer des moments de jeu mémorables, pas simplement des discussions houleuses. Bien sûr, en jeu de rôle, on parle, mais on agit. Et vous avez remarqué que dans le jeu de rôle moderne, souvent, ce sont des menaces verbales et jamais des menaces physiques que les personnages émettent. Dans le jeu de rôle à l'ancienne, la menace physique peut intervenir. Parce qu'en fait, les gens savaient que c'était un wargame. Et que l'arbitre autorisait ce genre de choses. Et le fait qu'il y ait des alignements chaotiques et neutres et loyaux dans le même groupe faisait que les gens pouvaient prendre parti. Et malgré cette polarisation, tout le monde jouait ensemble à cette idée de créer une histoire compliquée, une histoire nuancée. Aujourd'hui, on retrouve ce genre de dynamique PvP. Ça existe quand même dans les jeux modernes, souvent dans les jeux narrativistes, dans les jeux où les joueurs savent de facto qu'en fait leurs personnages sont des bouts de papier, leurs personnages sont des rôles, sont des fonctions dans un récit, et donc ils ont une capacité de recul nécessaire pour justement pouvoir les jeter au feu, pour pouvoir créer des scènes de conflits mémorables, et donc aller jusqu'à cette violence physique. Je pense à des jeux comme Dogs in a Vineyard, je pense à des jeux comme des jeux japonais comme Shinobigami, ce genre de choses. Dans ces jeux-là, cet aspect artificiel, savoir qu'on joue à créer, éditer ensemble une fiction, un jeu d'histoire, permet le PVP, je dirais, sain, qui fait du mal à personne, qui crée pas de ressentiment. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on a sacrifié l'immersion, s'immerger dans un monde, pouvoir être maître du destin de son personnage, pour jouer, non pas des rivalités, mais un théâtre de rivalité. Aujourd'hui, on peut plus gagner un JDR, on fait juste créer une histoire ensemble. Mais avant, dans Old School Essentials et dans les jeux à l'ancienne, on pouvait gagner à Donjons et Dragons. L'archétype du voleur dans Old School Essentials, c'est l'esprit libre finalement. On dépend de son utilité et de sa capacité à trouver des trésors, à comprendre des informations, et il échange cette capacité-là contre sa protection, contre le guerrier, contre des soins, etc., etc. Le voleur, il doit montrer qu'il est indomptable. Et pour montrer qu'il est indomptable, il doit montrer qu'il est indispensable. Quand il crochette une porte ou un coffre, il ne doit pas juste cliquer sur un bouton, il doit utiliser son player skill, il doit expliquer
comment ils trouvent les mécanismes piégés, comment ils utilisent les objets de manière un peu créative pour casser les pièges, pour les désamorcer ou pour les activer avant qu'ils ne se déclenchent. Il emporte avec lui de la farine, une poire pour trouver les portes secrètes en regardant les mouvements de fumée. Pas simplement en attendant de trouver une porte secrète en spammant le bouton trouver porte secrète. Il emporte de l'huile à faire brûler pour créer des embuscades afin d'avoir une opportunité d'utiliser son attaque dans le dos. Il utilise un miroir pour checker les coins sans avoir à sortir tout son corps. Il emporte des billes, il emporte des choses trappes en cas de poursuite pour arrêter ses poursuivants. Il n'y a pas que des voleurs méchants. Robin des Bois, par exemple. Robin des Bois, c'est l'archétype pour moi du voleur old school qui est là pour son groupe, qui se rend indispensable, qui est créatif, en plus d'être un très bon archer. Il peut y avoir un château tenu par un guerrier chaotique, un guerrier de Nottingham, qui a tout son argent pour lui, et le voleur peut utiliser toute sa panoplie de compétences pour escalader la paroi du château, se faufiler dans les ombres, voir les tours de garde, mais dans le château, le MJ va lui mettre ce qu'il attendait. Il va lui mettre peut-être un ancien ami, sa sœur, quelque chose qui rend cette infiltration personnelle. Et à ce moment-là, le voleur devra choisir. Quand le plan d'infiltration pour voler le trésor aura lieu et que le plan partira forcément à volo, si jamais le plan était mal préparé, le voleur devra faire un choix. Quitter le groupe pour profiter du chaos pour sauver sa sœur, ou alors rester avec les siens et commencer à créer une relation avec un groupe d'aventuriers. Mais en plus du roleplay, ce que je veux vraiment pousser aujourd'hui dans cette vidéo sur l'histoire d'un voleur avec des allégeances un peu changeantes, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment un personnage que vous devez jouer. Vous devez jouer l'honnêteté. L'honnêteté en tant que joueur. Je pense que la meilleure façon d'arriver à ce dont je vous parle aujourd'hui et d'avoir des histoires mémorables avec de la compétition saine en JDR, c'est de jouer l'honnêteté. Gardez ceci en tête. Quand vous jouez dans le donjon old school avec un voleur, que ça fait 6 sessions que le guerrier vous protège, par la force des actions de repos, vous avez réussi à conspirer avec le hobgoblin, vous avez fait des messages interposés, etc. Et que face au hobgoblin, il vous fait un regard en coin et qu'il vous fait le signe en mode « Tue-le !» et que vous devez choisir, jouer l'honnêteté. Vous regardez David, de l'autre coin de la table, et vous lui dites « David, je m'apprête à planter ton personnage. J'ai préparé ça depuis plusieurs sessions, en fait je suis de mèche avec le hobgoblin, et le MJ m'a autorisé à le faire. Si jamais je le fais, il va me donner la gemme. J'ai rien contre toi, en tant que joueur. Je pense que ça pourrait faire une super histoire. Et puis de toute façon, tu as d'autres suivants à côté, donc tu vas pas perdre ton épée magique, etc., etc. Mais je vais te planter là. Est-ce que tu es d'accord? Je pense que c'est la seule manière de faire aujourd'hui. L'honnêteté. Il faut demander le consentement aux gens de faire ce genre de choses. Il ne faut pas les prendre à revers. Ça va créer du ressentiment et ça peut faire exploser votre groupe de jeux de rôle. Ça peut faire exploser des amitiés, en fait. Si David y veut pas, à ce moment-là, vous trahissez le monstre et la camaraderie que vous avez, c'est votre trésor. C'est votre trésor à la fois dans le jeu et à la fois sur votre table. David, c'est peut-être un collègue de boulot, c'est peut-être votre témoin, c'est peut-être le parrain de vos enfants. Donc, c'est une autre histoire qui se dessine et vous la dessinez avec lui. Elle est plus convenue, elle est aussi plus paisible. On n'est pas tous des scénaristes incroyables qui cherchent à faire des rebondissements. Parfois, on veut juste la paix. Ce n'est qu'un jeu, mais c'est parce que c'est qu'un jeu que je vois dans la capacité du voleur, la capacité à faire du PVP et la capacité à s'amuser avec du PVP. Ce n'est qu'un jeu. Il n'y a rien de la vie réelle qui doit transpirer dans la traîtrise du voleur, que des situations in-game, d'ambition, calcul et de différence entre le chaos, la loi, le fait d'amasser des pièces d'or et des points d'expérience. Gardez-le en tête, c'est très très important. Moi, je mettrais un voleur dans un groupe de 6 à 8 aventuriers, peut-être un deuxième si ça devient un peu plus... si le groupe devient un peu plus grand. Avec 2 voleurs, vous avez potentiellement 2 loups-garous. Donc, faites très attention, ils peuvent commencer à s'allier. Et là, ça devient très très compliqué pour le groupe d'aventuriers de survivre. Je pense que si cet aspect est mal géré, ça peut détruire votre campagne, ça peut détruire vos amitiés. Faites attention, prévenez vos joueurs que vous voulez jouer comme ceci. Prévenez le groupe, quand vous jouez voleur, que vous allez jouer comme ceci. Si jamais le groupe dit non, vous ne jouez pas comme ça. Honnêtement, le voleur est nerfé, et quand on le joue sans PVP, je trouve qu'il a très peu d'intérêt. J'ai vu des jeux OSR jouer sans le voleur, parce qu'en vrai, tout le monde peut crocheter des serrures, tout le monde peut être discret. Au player skill, avoir un voleur comme ça qui backstab,
finalement n'offre que très peu d'intérêt mécanique. Jouez un guerrier en cuir discret avec une dague, une épée courte et un arc. Vous aurez plus de points de vie au cas où il y a un combat. S'il est mécaniquement plus faible, je vous ai expliqué pourquoi. Celui qui joue voleur et qui décide de planter son nouvel adversaire, le guerrier qu'il trahit, sait qu'il se met une cible dans le dos, il sait qu'il va devoir être vengé. Et du coup, un profil faible, c'est jouer le risque de perdre son personnage après avoir commis un méfait. Et donc, pour cela, il doit mettre toutes les chances de son côté, il doit jouer son rôle, pas simplement appuyer sur un bouton pour planter quelqu'un et ruiner la game. Si vous voulez survivre à un voleur, enfilez une armure de plate, jouez le guerrier vigilant, le guerrier observateur, qui sait que la puissance réside dans le nombre. J'ai créé une vidéo à ce propos et vous pouvez savoir comment utiliser un guerrier dans le jeu de rôle old school. Je vous invite à regarder, on se retrouve là-bas.